Je m'appelle Julien, 29 ans, homme. Ma petite amie, Léa, a 27 ans, femme. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 3 ans et nous vivons ensemble depuis près d'1 an. Si vous lui demandiez, elle dirait que nous sommes bien installés. Si vous me demandiez, je dirais que j'ai lentement disparu à l'intérieur de mon propre appartement. Léa a cette façon de parler qui donne toujours l'impression qu'elle s'ennuie avec vous. Même lorsqu'elle pose une simple question, le ton est sec. Tout ce que je fais est soit évident, soit gênant, soit d'une manière ou d'une autre faux. La façon dont je remplis le lave-vaisselle, la façon dont je mâche, le fait que je porte toujours des t-shirts avec des logos de groupe délavés. Elle aime me rappeler qu'elle a dépassé cette phase. Cela n'a pas commencé comme ça. Du moins, je ne pense pas. Mais quelque part en chemin, sa patience s'est évaporée, et je suis devenu plus comme un meuble sur lequel elle trébuche. Il y a environ 2 mois, elle a commencé à sortir davantage. Pas des soirées entre filles, pas des événements professionnels, juste sortir. Elle mettait du maquillage qu'elle ne mettait plus jamais pour moi. Prenait son sac à main et disait quelque chose de vague comme « Je retrouve un ami ». Si je demandais qui, elle soupirait comme si je l'avais insulté. Pourquoi est-ce que ça importe est devenue sa phrase préférée. Puis il y avait son téléphone. Toujours face cachée, toujours verrouillé. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle envoyait des SMS, elle orientait l'écran loin de moi sans même y penser. Mémoire musculaire. Je lui ai demandé directement une fois s'il se passait quelque chose. Elle a ri. A vraiment ri. M'a dit que j'étais paranoïaque et insécure et que ce n'était pas une belle image. Vendredi soir dernier, après une autre dispute qui s'est terminée par mes excuses, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je le vois toujours. Fais avec ». Elle l'a dit avec désinvolture comme si elle me disait qu'elle avait changé de marque de shampoing. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête et dit « D'accord ». Elle a souri narquoisement comme si elle avait gagné quelque chose. Je ne pense pas qu'elle ait réalisé ce que ce « d'accord » signifiait réellement. Après que j'ai dit d'accord, elle a levé les yeux au ciel et a attrapé sa veste. M'a dit qu'elle serait de retour plus tard. Pas tard. Plus tard. Comme si j'étais son colocataire lui donnant un préavis de courtoisie. La porte s'est refermée violemment derrière elle et l'appartement est devenu silencieux de cette manière lourde et inconfortable. Pas de télévision, pas de musique, juste le bourdonnement du réfrigérateur et la prise de conscience qu'elle avait finalement cessé de faire semblant. Je me suis assis sur le canapé pendant un moment, fixant l'empreinte sur le coussin où elle s'asseyait toujours les jambes repliées. Je n'étais pas encore en colère. Cela est venu plus tard. Au début, c'était juste de la clarté. Froide, calme, clarté. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la confusion. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas essayé de le justifier. Elle m'a dit qu'elle voyait un autre homme de la même manière qu'elle m'a dit que nous n'avions plus de lait d'avoine. Je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert le placard. Ses vêtements occupaient environ 80% de l'espace. Des robes qu'elle portait pour sortir avec des amis. Des chaussures dont elle disait avoir besoin. Des vestes qu'elle achetait parce qu'elles semblaient chères. Mon côté était une étroite bande de cintre et quelques sweats à capuche entassés sur l'étagère du haut. C'est là que j'ai commencé à faire mes bagages. Pas de manière dramatique, pas avec colère. J'ai d'abord attrapé un sac de sport, puis ma vieille valise sous le lit. J'ai plié mes vêtements soigneusement comme si je faisais ma valise pour un voyage. Chaussettes roulées, chemise empilée, jeans pliés comme mon père m'a appris. Pendant que je faisais mes bagages, j'ai remarqué à quel point peu de choses dans l'appartement étaient vraiment à moi. Le canapé qu'elle avait choisi, les assiettes qu'elle aimait, les photos encadrées des endroits où nous étions allés dont elle se souvenait à peine. Même la couverture du lit était la sienne. Je voulais quelque chose de plus sombre. Elle disait que ça avait l'air déprimant. À mi-chemin, mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Ne m'attends pas debout. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mes articles de toilette dans la salle de bain, laissé les produits chers qu'elle avait achetés, pris mon rasoir bon marché, ma brosse à dents, le parfum dont elle se plaignait toujours d'être trop masculin. Quand j'ai fermé la valise, cela semblait définitif d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, comme une porte qui se ferme doucement. Avant de partir, j'ai pris un bloc-notes dans le tiroir à bêtises.
Le stylo a un peu sauté pendant que j'écrivais, mais les mots sont venus facilement. Bonne chance avec lui. Je l'ai collé sur le comptoir de la cuisine, juste là où elle le verrait en rentrant. Puis j'ai pris mes sacs, j'ai regardé une dernière fois autour de moi et je suis sorti sans fermer la porte à clé. J'ai dormi sur le canapé de mon frère cette nuit-là. Il n'a pas posé de questions, m'a juste tendu une bière et a hoché la tête comme s'il savait déjà. J'ai fixé le plafond jusqu'au matin, rejouant sa voix dans ma tête. Je le vois toujours. Fais avec. Ce qui a fait le plus mal, ce n'était pas l'infidélité. C'était à quel point il était facile pour elle de le dire. Vers midi, mon téléphone a explosé. Appels manqués, SMS empilés les uns sur les autres. Où es-tu? Tu es sérieusement dramatique en ce moment? Tu es vraiment parti? Julien, réponds-moi. J'ai attendu. Laissez-la mijoter là-dedans. Quand j'ai finalement vérifié ma messagerie vocale, son ton avait changé. Pas d'excuses, paniqué. Elle est rentrée dans un placard vide. Elle ne l'a pas dit directement, mais je pouvais l'entendre entre les mots. La façon dont elle n'arrêtait pas de demander où étaient mes affaires, pourquoi les cintres avaient disparu, pourquoi j'avais pris la lampe de chevet comme si c'était une sorte de trahison. Tu n'as même pas parlé avec moi, a-t-elle dit dans un message, comme si j'étais celui qui était déraisonnable. C'est là que je lui ai renvoyé un SMS, juste une fois. Tu m'as dit de faire avec. C'est moi qui fais avec. 3 points sont apparus, ont disparu, sont apparus à nouveau. Tu exagères. C'était juste du sexe. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Cette phrase m'a marqué. Elle ne pensait pas que je partirais. Pendant 3 ans, j'avais été celui qui s'adaptait. J'étais celui qui s'excusait. Celui qui avalait les commentaires et se convainquait que l'amour signifiait la patience. Quelque part en chemin, elle a décidé que j'étais permanent. Comme un canapé avec lequel on ne prend pas la peine d'être prudent parce qu'il est déjà usé. Elle s'est présentée chez mon frère ce soir-là sans demander. Se tenait sur le porche les bras croisés, la mâchoire serrée comme si elle était celle qui avait été lésée. Tu m'as humilié, a-t-elle dit au lieu de « bonjour ». J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela l'a mise hors d'elle. Tu n'as pas le droit d'agir comme ça, a-t-elle rétorqué. Nous aurions pu arranger les choses. Ce fut le moment où quelque chose s'est enfin calmé en moi. Il n'y avait plus rien à arranger. Elle n'a pas pleuré quand je l'ai dit. Elle a ricané comme si j'avais dit quelque chose de naïf. Tu agis comme si je t'avais poignardé. Elle a dit, les gens trompent. Ça arrive. Ça ne doit pas être la fin du monde à moins que tu n'en fasses une. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelle confession. Je lui ai posé une seule question. Juste une. Depuis combien de temps? Elle a hésité. Juste assez longtemps. Est-ce que ça compte, a-t-elle rétorqué. Bien sûr que ça comptait. Mais le fait qu'elle ne réponde pas m'a tout dit. Ce n'était pas une erreur due à l'alcool ou un moment de faiblesse. C'était une vie parallèle dont elle se sentait autorisée à jouir avec moi subventionnant les parties ennuyeuses. Elle s'est rapprochée, baissant la voix comme si elle essayait d'être raisonnable. Tu vas vraiment tout jeter à cause de ça. Tout, comme si cela ne comptait pas. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que je n'étais plus attiré par elle. Ni physiquement, ni émotionnellement. Tout ce que je voyais était quelqu'un qui mesurait l'amour par la commodité. Quelqu'un qui confondait ma patience avec de la faiblesse. Je lui ai dit que je passerais plus tard pour récupérer le reste de mes affaires. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel et a marmonné, incroyable. Comme si j'étais le méchant de son histoire. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un SMS à 1h43 du matin, tu me manques. Il n'est pas toi. On peut parler demain. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, un ami commun m'a envoyé un message pour demander ce qui s'était passé. Apparemment, Léa avait déjà présenté les choses à sa manière. Elle avait dit aux gens que j'étais parti en trombe, que je ne pouvais pas supporter l'honnêteté, que j'étais contrôlant et dramatique. Je l'ai laissé faire. Quand je suis retourné à l'appartement 2 jours plus tard, elle n'était pas là. Je pouvais voir qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Le lit était en désordre. Des verres de vin dans l'évier, son sweat à capuche sur la chaise. J'ai pris le reste de mes affaires calmement.
Mes livres, mes outils, le chargeur de rechange que je devais toujours lui prêter. J'ai remarqué qu'elle avait retiré le bloc-notes du comptoir, mais que mon côté du placard était toujours vide. Et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur l'était aussi. Une semaine passa. Puis, le calme s'installa différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas seul, juste tranquille. Aucune tension ne bourdonnait en arrière-plan. Pas d'attente du prochain commentaire qui me ferait me sentir plus petit. Léa n'a pas bien géré cela. Elle a commencé à trouver des raisons de m'envoyer des SMS. La logistique d'abord. Tu as pris le mixeur. Il était à moi. J'ai répondu, silence pendant un jour, puis autre chose. As-tu annulé Internet? Oui. Une autre pause. Tu es mesquin, alors. Ce mot encore. Mesquin. Sa façon préférée d'éviter la responsabilité. Elle est réapparue sans prévenir un après-midi alors que je récupérais la dernière boîte de l'appartement. Cette fois, elle était plus calme. Douce. Même cette version d'elle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Tu sais, a-t-elle dit en s'appuyant sur le comptoir. Il n'est en fait pas si génial, un peu immature. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai juste continué à scotcher la boîte. Tu es parti pour rien, a-t-elle continué. Nous aurions pu redéfinir les choses. Les ouvrir. Tu es si rigide. Cela m'a fait m'arrêter, rigide, parce que je ne voulais pas être trompé. Je l'ai finalement regardé et j'ai dit, tu ne voulais pas d'une relation ouverte. Tu voulais un plan de secours. Son visage s'est crispé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de rentrer dans un placard vide et de faire semblant d'être choqué non plus, ai-je dit. C'est laquelle a de nouveau répliqué. M'a dit que je le regretterais. M'a dit que personne d'autre ne me supporterait comme elle l'a fait. M'a dit que j'étais moyen, ennuyeux, remplaçable. Et voici le truc, je l'ai cru une fois, peut-être pendant longtemps. Mais debout là, tenant une boîte de mes propres affaires, j'ai senti quelque chose changer. Si être avec elle exigeait que je me rétrécisse, alors être seul était une amélioration. J'ai porté la dernière boîte jusqu'à ma voiture. Elle n'a pas suivi cette fois. En m'éloignant en voiture, j'ai regardé dans mon rétroviseur. Elle se tenait toujours dans l'encadrement de la porte de l'appartement que nous partagions, les bras croisés, l'air en colère et confuse. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que je partais. La vie ne s'est pas améliorée magiquement après cela. C'est juste devenu plus calme. Et dans ce calme, les choses ont commencé à avoir du sens. J'ai emménagé dans une sous-location de courte durée près de chez mon frère. Meubles bon marché, murs neutres, aucun souvenir encore accroché à quoi que ce soit. Cela semblait temporaire d'une bonne manière, comme un bouton de réinitialisation. Léa, en revanche, a dégringolé. Les amis communs ont commencé à me contacter avec des messages de prise de nouvelles maladroits déguisés en curiosité. Elle traverse une période difficile. Elle ne pensait pas que j'étais sérieux. Elle se sent prise au dépourvu. Pris au dépourvu. Cela m'a presque fait rire. Apparemment, après mon départ, elle avait dit aux gens qu'elle pensait que je bluffais, que je me calmerais, que je reviendrais, et qu'ils trouveraient une solution. Elle avait même plaisanté sur le fait que j'étais dramatique jusqu'à ce qu'elle réalise que j'avais vraiment pris tout ce qui comptait pour moi. J'ai appris par le bouche à oreille que les choses avec lui n'allaient pas bien. Étonnamment, il s'avère que lorsque vous commencez une relation en trichant, la confiance n'est pas exactement la fondation. Qui l'aurait cru? Un soir, elle m'a appelé ivre. N'a pas dit bonjour, a juste commencé à pleurer. M'a dit qu'elle se sentait stupide. M'a dit que les choses faciles avec moi lui manquaient. M'a dit qu'elle détestait se réveiller seule dans un appartement qui semblait soudain trop grand. J'ai écouté, sans interrompre. Quand elle a eu fini, il y a eu ce long silence où je savais qu'elle attendait que je dise quelque chose de réconfortant, quelque chose de familier. Au lieu de cela, j'ai dit, tu ne m'as pas manqué quand tu pensais que je ne partirais pas. Elle a raccroché. Le lendemain matin, je l'ai bloquée. Pas par colère, par respect de soi. C'est là que ça m'a finalement frappé. La rupture n'a pas commencé le jour où elle a admis qu'elle le voyait. Elle a commencé des mois plus tôt. Chaque fois qu'elle me rabaissait, me méprisait et supposait que je serais toujours là quoi qu'elle fasse.
Je n'étais plus son partenaire. J'étais son filet de sécurité. Et partir ne m'a pas rendu faible. Cela m'a rendu libre. La bloquer aurait dû être la fin de l'histoire. Une ligne claire, un point final. Mais la vie ne fonctionne pas vraiment comme ça. Environ un mois plus tard, je l'ai croisée dans une épicerie. Même rayon, sauce tomate de toutes les choses. Elle avait l'air différente. Pas dans le sens d'un relooking, plutôt comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis un moment. Cheveux tirés en arrière, sans maquillage, les yeux balayant les étiquettes comme s'ils allaient la mordre. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis elle a ri maladroitement et a dit « Waouh, je suppose que l'univers a de l'humour. » J'ai hoché la tête. Poli, neutre, comme on salue un étranger. Elle a vite comblé le silence. « Alors, comment vas-tu ? » « Bien, ai-je dit. Et je le pense vraiment. » Cela semblait la déstabiliser. Elle a penché la tête comme si elle cherchait des failles sur mon visage. « Tu as l'air bien, » a-t-elle dit, presque déçue. Elle m'a dit qu'elle avait fait entrer ses affaires, puis les avait remises dehors. M'a dit qu'il était intense, jaloux. Voulait des assurances. Elle ne parlait à personne d'autre. L'ironie lui avait apparemment échappé. Je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais, a-t-elle dit doucement. Tu étais toujours stable. Et voilà. Le compliment qui arrive trop tard. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas défendu, je n'ai même pas ressenti l'envie de le faire. J'ai juste mis ma sauce dans le chariot et j'ai dit, prends soin de toi, Léa. Alors que je m'éloignais, elle m'a appelé. Penses-tu encore à nous ? Je me suis arrêté, me suis retourné, j'ai réfléchi une seconde. Plus maintenant, ai-je dit. Son visage s'est affaissé. Pas de manière dramatique, pas avec colère, juste plat, comme si quelque chose s'était finalement déclenché. J'ai payé mes courses et je suis parti. Je me suis assis dans ma voiture une minute après, surpris de ressentir si peu. Pas une poussée de fierté, pas de tristesse, juste une confirmation. Plus tard dans la nuit, j'ai réalisé quelque chose d'important. La clôture n'est pas une conversation. C'est le moment où vous n'en avez plus besoin. Et j'y étais déjà. Après cette rencontre à l'épicerie, je m'attendais à une sorte de choc émotionnel. Du regret, de la nostalgie, l'envie de consulter ses réseaux sociaux. Rien de tout cela n'est arrivé. Ce qui était venu, c'était la distance, le genre que l'on ne remarque pas au début. Les amis communs ont cessé de parler d'elle. Les invitations ont changé. J'ai réalisé à quel point de nombreux plans de groupe avaient tourné autour de l'adaptation à ses humeurs. Sans elle dans l'équation, tout est devenu plus simple, plus léger. Un soir, mon frère m'a demandé si j'allais bien seul. Pas de manière inquiète, juste curieuse. Je lui ai dit la vérité. Je ne me sens pas seul. Je me sens libre. Cela l'a surpris. Cela m'a surpris aussi. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Rester dehors tard sans m'expliquer. Manger des céréales pour le dîner parce que j'en avais envie. Acheter des meubles que j'aimais vraiment au lieu de ceux qui semblaient assez adultes. Petite chose. Rébellion silencieuse. Puis, sans prévenir, Léa m'a envoyé un email. Pas un SMS, un email comme si nous étions des collègues mettant fin à un projet. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi. Qu'elle était en thérapie maintenant. Qu'elle avait enfin compris pourquoi j'étais parti. Qu'elle ne voulait pas se remettre ensemble. Elle voulait juste la paix entre nous. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pour elle, la paix a toujours signifié l'accès. Pouvoir me joindre sans conséquence. Être absoute sans rien rendre en retour. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, elle en a envoyé un autre. Plus court, plus froid. Je suppose que je le mérite. C'était le plus près qu'elle soit jamais venue d'assumer ses actes. Je l'ai supprimé et j'ai continué ma journée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à la façon dont elle m'avait dit de faire avec. À quel point elle était sûre que je resterais. À quel point elle était choquée par un placard vide. Certaines personnes pensent que l'amour signifie l'endurance. Que rester quoi qu'il arrive est de la force. Mais parfois, la force,
c'est de faire ses bagages tranquillement, de laisser un mot et de choisir de ne plus jamais s'expliquer. Et je ne la détestais pas pour ça. Je n'avais juste plus ma place là-bas. Quelques mois après que tout ait éclaté, j'ai trouvé le mot. Pas le mot. Je savais exactement ce que j'avais écrit, mais celui qu'elle ne m'a jamais donné. Mon frère l'a croisé à l'anniversaire d'un ami commun. Je n'y suis pas allé. Toujours pas intéressé par des mondes qui se chevauchent. Mais il est rentré avec cet air bizarre sur le visage et a dit, « Elle a demandé de tes nouvelles. » Vraiment demandé. Apparemment, elle portait quelque chose dans son sac depuis des semaines, plié, froissé, doux sur les bords. Une lettre qu'elle avait écrite après être rentrée dans le placard vide. Après avoir retiré le bloc-notes du comptoir et réalisé qu'il n'y aurait pas de réunion dramatique, elle ne l'a pas donné à mon frère pour qu'il le passe, elle lui a juste dit ce qu'il disait. C'était des excuses, une vraie, à en juger par le son. Pas des justifications, pas de déviation, juste du regret. Elle a écrit sur la façon dont elle pensait que l'amour était un levier. Comment elle avait confondu être désirée avec être en sécurité. Comment elle n'avait jamais pensé que « d'accord » signifierait partie. Quand mon frère a fini de me raconter, il a attendu une réaction. Je n'en ai pas eu. Pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que c'était trop tard pour changer quoi que ce soit. C'était la partie étrange. Il y a des mois, j'aurais rejoué chaque mot. Je me serais demandé ce que cela signifiait. Je me serais demandé si c'était suffisant, mais maintenant, cela ressemblait juste à un chapitre fermé recevant sa note de bas de page. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle le pensait, que j'espérais qu'elle en ait appris quelque chose de réel. Et je le pensais aussi. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bière, les lumières de la ville bourdonnant en contrebas, pensant à la façon dont les fins ne viennent pas toujours avec des explosions. Parfois, ce ne sont que des décisions calmes prises pendant que quelqu'un d'autre suppose que vous resterez. Elle m'a dit de faire avec, alors je l'ai fait. Pas avec rage, pas avec vengeance, juste en partant et en n'ayant jamais besoin de revenir. Je suppose que c'est la fin. Pas le genre dramatique, juste le genre réel. De temps en temps, je me surprends encore à remarquer des choses sur lesquelles elle aurait commenté. Une chemise qu'elle aurait détestée. Une chanson qu'elle aurait qualifiée de bruit. Je souris quand cela arrive. Pas parce qu'elle me manque, mais parce que je n'ai plus besoin de me censurer. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé. Un appartement plus petit, un nouvel emploi, un cercle différent. J'espère que ça marche pour elle. Vraiment, je n'ai pas besoin qu'elle souffre pour que je me sente bien. Ce chapitre a déjà fait ce qu'il devait faire. Les gens demandent si je ferai les choses différemment maintenant. Si je souhaite avoir dit plus, m'être battu plus fort, m'être mieux expliqué, je ne le souhaite pas. La chose la plus puissante que j'ai jamais faite dans cette relation n'était pas de me disputer ou d'exiger du respect. C'était de dire « d'accord ». Faire mes bagages pendant qu'elle était avec quelqu'un d'autre et laisser un mot qui ne suppliait pas, ne menaçait pas et n'accusait pas. Juste des faits. Bonne chance avec lui. Pas d'insultes. Pas de discours de conclusion. Pas de seconde chance enveloppée de culpabilité. Elle est rentrée dans un placard vide parce qu'elle supposait que l'amour signifiait la permanence sans effort parce qu'elle pensait que je resterais peu importe à quel point elle me faisait me sentir petit. Je ne l'ai pas fait. Et voici ce que j'ai appris. Pour quiconque lit ceci et se demande s'il réagit de manière excessive ou s'il est dramatique ou s'il jette tout, si quelqu'un vous dit de faire avec le manque de respect, croyez-le. Faites avec en vous choisissant vous-même. Vous ne devez à personne l'endurance au prix de votre dignité. Parfois, la fin la plus saine est celle qui est silencieuse où vous partez, ne regardez pas en arrière et faites enfin de la place pour une vie qui ne vous oblige pas à disparaître en son sein.